neuf. Mais dans l'immédiat, on va parler de l'or bleu parce que le bâtiment, ça n'est pas qu'une question d'énergie, de carbone, c'est aussi une question d'environnement et de ressources naturelles. Et donc, on va débuter avec une table ronde sur la gestion de l'eau. Intitulé donc décryptage, réglementation, retour d'expérience et prospective. Et pour cette table ronde, j'appelle donc à me rejoindre nos 4 invités. Maxime Roger, directeur de l'eau du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Simon Davies, j'espère que je prononce bien, directeur d'AIA Environnement. Franck Millward, directeur du développement d'Odali, qui est une filiale du groupe SOR. Et Cédric Fontaine, dirigeant de Fontaine Ingénierie et président de la section eau pluviale de la TEP, la TEP. La TEP, ce sont les acteurs du traitement des eaux de la parcelle. Bonjour à tous les 4 et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on commence pour bien cerner le sujet de l'eau, de sa consommation et de ses enjeux par peut-être quelques chiffres clés en fait sur cette ressource. Peut-être commencer avec vous, Maxime, sur ce point-là. Alors, on peut commencer peut-être par se situer quelques ordres de grandeur de ce que c'est que l'eau dans le bâtiment. Effectivement, l'eau dans le bâtiment, ça représente plusieurs milliards de mètres cubes. On est à 4 milliards de mètres cubes qui sont consommés en France, une bonne partie pour l'agriculture et un petit quart pour l'eau potable. Et dans le bâtiment, on a les ordres de grandeur en tête, à peu près 150 litres par personne et par jour, dont 20% au moins 20% sont utilisés dans les toilettes, 30% pour l'hygiène, la douche, l'hygiène. Et en fait, finalement, l'eau qu'on consomme pour l'alimentaire, c'est 5 à 7%. Donc c'est important, je pense déjà, d'avoir un peu ces éléments-là. On consomme énormément d'eau dans le bâtiment, principalement pour des usages non alimentaires. Les autres usages que je n'ai pas cités, c'est bien évidemment pour l'entretien de la maison, l'arrosage des espaces verts. Très bien. Alors, il y a aussi une actualité réglementaire au sujet de l'eau, avec ce décret du 12 juillet 2024 qui permet le recyclage des eaux grises dans le bâtiment. Peut-être vous entendre, Cédric, sur ce point-là en particulier. Oui, effectivement, le 12 juillet 2024, c'est une date importante pour ce qu'on appelle les EICH. Le décret, c'est les eaux impropres à la consommation humaine, dans laquelle on a des ouvertures sur la possibilité de récupérer les eaux de pluie dans le bâtiment. Alors ça, on peut le faire depuis 2008, mais il y a des nouveaux usages qui sont possibles. Je pense à la machine à laver le linge qui était à titre expérimental et qui devient aujourd'hui autorisée. Mais il y a aussi une ouverture sur ce qu'on appelle les eaux grises, donc les eaux issues des salles de bain, des machines à laver qui peuvent être recyclées, réutilisées, notamment pour alimenter les toilettes. Donc la goutte d'eau qui tombe chez soi peut être utilisée 2 fois aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas le 11 juillet, c'était pas possible. Alors je fais aussi le lien avec les échanges de ce matin qu'on tournait autour de la RE 2020, de CAP 2030. En quoi la réglementation environnementale 2020 a aussi un impact sur la gestion de l'eau ? Je ne sais pas lequel se sent, peut-être Maxime, pour commencer. CAP 2030, le CSTB a animé un groupe de travail spécifique sur la gestion de l'eau, ce qui a permis de poser un peu les bases et les ambitions de l'après RE 2020. Qu'est-ce que c'est qu'un logement ou un bâtiment hydroéconome? Comment on choisit des équipements hydroéconomes? Et comment on fait justement pour déjà être performant dans le choix de ces équipements et pour maximiser aussi la réutilisation d'eau dans le bâtiment? Oui, vous vouliez réagir, non? Ok. Il y a aussi l'aspect local avec cette ressource qu'est l'eau. On a donc également des déclinaisons locales pour ce qui est de la gestion de l'eau, notamment au niveau de certaines métropoles qui peuvent imposer parfois dans leurs documents d'urbanisme justement des systèmes de récupération. Simon, cette fois-ci. Oui, on peut effectivement dresser un peu un point de la situation sur le degré de sensibilisation des acteurs en matière de gestion de l'eau. Effectivement, depuis quelques années, qu'on connaît des périodes de sécheresse assez remarquables et qu'on a des épisodes pluvieux intenses, on a vraiment une prise de conscience qui est très forte. Je me souviens d'avoir animé des ateliers avec plusieurs collectivités, notamment sur les Hauts-de-Pontsé à côté d'Angers. Et ce sujet de l'eau, il est identifié à échéance 2050, souvent dans les 2-3 premiers thèmes prioritaires. Est-ce que ça veut dire pour autant que cette sensibilisation est suffisante et qu'elle est à la hauteur des enjeux? Là, je me permettrais de dire que le verre, il n'est peut-être pas à moitié plein, il est plutôt à moitié vide.
Et la réalité, quand on regarde nos projets, c'est qu'aujourd'hui, oui, on a des toilettes double touche, on a des systèmes hydroéconomes sur quasiment l'ensemble de nos projets. Mais quand on regarde la question de la récupération, déjà c'est un peu moins chez nous d'un projet sur deux qui inclut de la récupération d'eau pluviale pour l'arrosage des espaces extérieurs. Après, un projet sur 10 qui va récupérer l'eau pluviale pour les usages intérieurs. Et alors quand on regarde des dispositifs beaucoup plus innovants, comme par exemple le recyclage des eaux grises, on a actuellement 6 projets qui testent ce dispositif, soit à peu près 3% de nos projets chez AIA. Et bien là, oui, c'est 3% des projets seulement. Et on pense qu'on est assez en avance sur ce sujet. Donc on pense qu'à l'échelle de la profession, c'est tout à fait anecdotique comme dispositif. Alors que pourtant, le recyclage des eaux grises est tout à fait pertinent quand on voit que les besoins en eau ont aussi des enjeux saisonniers. Sur les écoquartiers récemment livrés, on a des taux de perte de végétaux qui sont extrêmement forts liés aux phases caniculaires qu'on a pu observer ces dernières années. Et on voit tout de suite ce que pourrait faire la récupération et le recyclage des eaux grises pour justement assurer la pérennité des différentes plantations qui sont réalisées. Jusqu'à présent, c'était très difficile d'assurer cette complémentarité. Et avec ce nouveau décret, on espère que ça va changer et que ça va créer davantage de synergie, effectivement. Donc le texte ouvre quand même la porte à quelque chose. Franck, je voulais aussi avoir l'analyse, si je peux dire, d'un industriel comme Odali sur cette question-là des déclinaisons locales, effectivement, des réglementations locales. Alors effectivement, il y a forcément une approche climatique qui met sous pression sur la ressource eau, les arrêtés sécheresse qu'on voit dans une grande partie des départements de manière plus ou moins temporaire d'ailleurs. Tous ces phénomènes-là qui ont tendance à s'accélérer et qui nous mettent sous pression sur la ressource. Alors effectivement, en tant que filiale du groupe SOR, je vais apporter un prisme aussi un peu différent. On a des réseaux aujourd'hui d'eau potable qui sont, c'est pas un secret, qui sont vieillissants. Plus de 50% des réseaux en France ont plus de 20 ans. Il y a beaucoup de fuites, l'équivalent de la consommation de 18 millions de personnes qu'on perd, d'eau potable qu'on perd chaque année. Ce sujet-là, au-delà du fait qu'il y a des fuites et que ces réseaux-là sont vieillissants, c'est un énorme frein à l'urbanisation, à l'urbanisme. On a une population qui croît, on a des métropoles qui ont tendance à croître aussi. Certaines ont une incapacité ou une difficulté à pouvoir accueillir de nouveaux habitants de manière sereine vis-à-vis des enjeux d'eau potable. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau en France. On était persuadé d'être globalement safe de ce côté-là. On a aussi des enjeux à relever de ce côté-là. Le sujet des fuites, c'est un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, on a des installations qui sont dimensionnées pour un certain volume. Quand on en perd 18%, on peut imaginer que du coup, on dimensionne des infrastructures 20% trop grosses que nos réels besoins. Et avec la population qui continue d'augmenter, ce ratio-là va pas réduire. Donc aujourd'hui, quand on voit les volumes que représentent les eaux grises au sein d'un bâtiment, il y a une vraie pertinence à aller chercher ces économies-là, parce qu'on se parle de quasiment 50% de la consommation en eau potable aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que non seulement il faut réparer, moderniser les réseaux, mais il faut aussi les redimensionner, revoir leur taille et puis leur... Oui, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc gérer l'eau, c'est donc des enjeux de réglementation, on vient de le dire. C'est aussi des enjeux de préservation. Quand on a préparé donc tous les quatre cette table ronde, vous m'avez tous dit que en fait la réflexion devait être contractuelle, devait être collective, qu'il ne fallait pas raisonner chacun de son côté. J'aimerais plus particulièrement vous entendre, Simon et Cédric, sur en fait, l'enjeu de l'eau qui est finalement différent de celui du carbone, parce qu'on parle beaucoup de carbone et d'énergie dans la RE 2020, encore une fois, pour reprendre cet exemple-là, mais il y a aussi effectivement un enjeu, en tout cas un prisme différent à voir pour ce qui est de la ressource en eau. Le raisonnement n'est pas le même. Tout à fait. Aujourd'hui, on est dans le tunnel vision du carbone, c'est-à-dire qu'on regarde cet indicateur-là avec grande attention, à la fois sur la question des matériaux, sur l'exploitation, les consommations énergétiques. L'eau est différente à deux égards. La première différence, et ça a déjà été un peu dit, c'est que cet impact sur l'eau, il est extrêmement contextuel.
On a parlé de solutions juste avant qu'on expérimente de recyclage des eaux grises. La pertinence de ces dispositifs va beaucoup dépendre de votre lieu d'implantation, où vous vous situez au niveau du bassin versant, au niveau du cycle de l'eau. Et donc ça nécessite d'élargir la réflexion sur le cycle de l'eau global pour donner une pertinence à ces enjeux et aussi parfois une rentabilité économique en fonction du prix de l'eau. Deuxième différence, alors qu'au contraire, le CO2 qui soit émis en Bretagne, à Nice ou en Afrique, finalement, ça ne change pas grand-chose au dérèglement climatique. La deuxième différence importante, c'est qu'on peut avoir des stratégies dites bas carbone qui, paradoxalement, vont avoir un impact de prélèvement d'eau très important. C'est le cas notamment du vecteur de consommation électrique. On a fait l'étude il y a quelques années avec l'association HQE, le test HQE Performance Santé. Et on faisait le constat que le premier poste de consommation d'eau dans un hôpital, qui est un établissement très énergivore, ce n'est pas les consommations des douches, c'est la consommation électrique de l'hôpital lui-même. Donc là, on parle d'un type d'établissement qui est énormément consommateur en énergie, donc ce n'est pas le cas de tous. Mais généralement, ça va représenter quand même de 20 à 30% de la consommation globale d'eau. C'est les consommations indirectes liées à l'énergie que l'on utilise. Donc avoir cette approche d'hydroéconomie, y compris sur le volet énergétique, c'est important. Et il n'y a pas que l'énergie qui est importante dans cette équation, il y a aussi l'eau qui est nécessaire à la fabrication, voire à l'élimination des matériaux en fin de vie. Il faut imaginer que quand vous livrez un bâtiment, vous avez déjà consommé près de 30% de sa consommation d'eau sur sa durée de vie. Comment demain faire de la vraie hydroéconomie globale sur l'ensemble du cycle de vie, c'est sans doute l'un des enjeux de CAP 2030. Et d'où l'intérêt, Cédric, de faire de l'économie circulaire, en fait, avec l'eau. Alors, il y a le côté économie circulaire, mais il y a surtout cette vision d'ensemble de l'eau. Alors, déjà, il y a une chose, et on est tombé un peu dans le piège aujourd'hui. On parle beaucoup du bâtiment, on imagine beaucoup le logement, etc. Mais une très grosse partie de la consommation d'eau se fait dans l'industrie. On parlait de 150 litres par jour. Notre consommation indirecte, elle est à peu près de 5000 litres pour fabriquer nos voitures, etc. Donc, l'économie d'eau, il faut sortir du bâtiment. Un stade de foot va consommer énormément, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est de regarder en fait les effets positifs induits. On va parler souvent de réseaux qui débordent. Là, on est plutôt sur la gestion de l'eau à la parcelle. Aujourd'hui, on va vous demander d'infiltrer les eaux, de les garder sur place. Mais si on mettait tous de la récupération d'eau de pluie, c'est autant d'eau qui, lors d'une période d'orage, ne finirait pas dans les rues de Cannes et n'irait pas inonder le centre-ville de Cannes. Il y a peu de temps, la ville de Cannes a été inondée avec une pluie de 40 mm. C'est rien 40 mm. Si chacun avait une cuve d'eau de pluie, l'eau serait certainement dans cette cuve. Et c'est le CEREMA qui avait travaillé dessus pour montrer qu'en fait, il y a toute une série d'impacts positifs à cette récupération d'eau de pluie ou cette récupération d'eau grise, on l'a dit tout à l'heure. Et il faut vraiment prendre du recul et essayer de ne pas regarder juste sur son prisme de je vais économiser quelques litres d'eau. Non, il y a un environnement global et c'est là-dessus qu'on aimerait bien jouer. Et j'insisterai juste sur un point. C'est comme pour l'énergie, on l'a évoqué quand on a discuté tous les quatre sur la préparation. La récupération d'eau de pluie, le recyclage d'eau grise ne vient qu'après avoir fait des économies d'eau. Ça ne doit pas être une manière de se dire je peux continuer à laisser le robinet ouvert, je récupère l'eau de pluie. Non, on fait les économies d'eau et après on va chercher les eaux alternatives. Oui, parce que le maître mot, ça reste la sobriété. C'est comme quand on n'arrête pas de dire que le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on n'a pas consommé. C'est pareil pour l'eau finalement. Le meilleur litre, c'est celui qu'on n'a pas consommé. Exactement, qu'on a laissé tranquillement dans la nappe phréatique. Alors justement, le décret de juillet 2024 pousse à la collaboration parce que ces collaborations, elles peuvent être complexes aujourd'hui entre les différents acteurs. Cédric, vous voulez... Ouais, après je te passerai la parole, Franck, mais effectivement, Franck qui est plutôt spécialiste des eaux grises, on se rend compte qu'aujourd'hui, 40% de l'eau, c'est la salle de bain, les toilettes n'en représentent que 20%. Ça veut dire qu'il y a 50% de notre consommation d'eau de la salle de bain qu'on peut peut-être utiliser pour d'autres besoins, pour nous, pour quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que tu avais des exemples à ce sujet. Oui, alors, même, je reviens juste sur la partie collaboration, parce que
effectivement étant imprégné du sujet depuis quelques temps maintenant, je veux juste rappeler là que la complexité ne vient pas du fait de traiter l'eau. Traiter l'eau, traiter les eaux grises, les rendre d'une certaine qualité telle que le décret le demande, et maintenir ce niveau de qualité, on sait faire. Nous, on sait faire, mais d'autres savent faire. La technologie, elle n'est pas cachée, elle n'est pas exceptionnelle. Maintenant, il y a la capacité des acteurs à pouvoir faire perdurer cette qualité d'eau sur le temps. Et ça, le décret régit aussi les attentes en termes de maintenance, d'entretien de ces machines-là. On parle de collaboration parce qu'à partir du moment où on dit que la technologie, on la maîtrise, qu'on sait faire, qu'elle est pas, il y a de l'innovation, mais rien d'exceptionnel. La complexité vient de la collaboration entre les acteurs, les collectivités, les aménageurs, les promoteurs, les constructeurs, les bailleurs, les résidents. À chacun, en fait, aujourd'hui, de faire le choix de la sobriété hydrique. Moi, je vais parler de celle du bâtiment en particulier, mais à chacun de faire ce choix-là, c'est pas plus compliqué que ça, parce qu'encore une fois, la technologie, elle est là. Maintenant, la complexité, elle vient de la capacité des différents acteurs à travailler ensemble et à tendre vers la même direction. Simon, vous vouliez ajouter? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'innovation en matière de recyclage des eaux, elle est technologique, effectivement, mais elle est avant tout aussi juridique et sur les montages que l'on peut imaginer en lien avec ça. Sur le papier, c'est beaucoup de bon sens. On sait qu'une douche, par exemple, elle peut certes remplir nos toilettes, mais elle peut aussi arroser un espace vert de 80 mètres carrés qui se situe juste à côté de sa maison. Sur le papier, ça a l'air très simple. Mais pour que cette eau, qui vient en plus de notre propre recyclage d'eau grise, elle puisse effectivement aller dans l'espace vert à côté, ou laver un marché, comme on est en train de l'expérimenter à Grigny, eh bien en fait, il y a tout un volet assurantiel et d'entretien-maintenance, avec des limites de prestations et des risques qui sont assez difficiles à envisager. Jusqu'à juillet dernier, on avait énormément de mal, une fois même ces installations installées, à les faire fonctionner en étant autorisées par les autorités locales. C'est en train de changer, il y a toute une acculturation à faire et on voit que nos voisins européens du Sud font ça aussi depuis assez longtemps. Mais cette solidarité entre le bâtiment de logement qui devient producteur d'eau et l'espace public qui devient consommateur d'eau, pour les questions de fraîcheur, pour les questions de lavage, pour les frais de la collectivité, c'est encore une complexité importante administrative en France, oui. Maxime, vous qui représentez un peu l'autorité en la matière avec le CSTB, vous confirmez qu'en fait, il n'y a pas nécessairement que des technologies de rupture et qu'en fait, les solutions, elles existent déjà, en fait. Elles sont là, à portée de main. On va avoir à notre disposition un certain nombre de solutions, des solutions de bon sens, des solutions low-tech ou high-tech. On a un peu les deux. On a des douchettes qui consomment très peu d'eau. On va avoir tout un tas de solutions qui s'offrent à nous. Et en termes de coopération, au-delà de la coopération entre les différents acteurs de la ville, on va aussi avoir des coopérations entre les acteurs des projets. C'est, je pense, la gestion de l'eau, le sujet qui va remettre l'ingénierie aussi, dès le début des projets, au cœur de ce sujet-là. Parce qu'on a plein de bonnes idées parfois, mais si elles sont mal conçues, on ne peut pas les exploiter, on ne sait pas les entretenir. Donc il faut, dès l'amont, faire des choix. Et quand je dis dès l'amont, c'est vraiment dès la phase de programme. C'est là qu'on va pouvoir s'ouvrir des possibilités ou au contraire se fermer tout un tas de portes. Donc on peut avoir à notre disposition des solutions qui sont déjà dans les rayons de la distribution, il n'y a aucun problème avec ça. On peut avoir des solutions un peu plus innovantes en matière de gestion, de réintégration à l'échelle de l'îlot, voire de la parcelle, de recharge des nappes à partir des eaux qu'on va produire ou capter sur la parcelle. On peut avoir des solutions beaucoup plus de rupture, on peut avoir des toilettes sans eau. Alors quand je dis ça, c'est de rupture, on a tous en tête les toilettes sèches avec de la sueur, mais on a aussi de la haute technologie qui vient sur ces dispositifs-là pour traiter directement à la source les pathogènes présents dans nos excrétas. Donc on a des solutions très très variées, toute une palette qui permet de faire à la fois du low-tech, du robuste, efficace, dès la conception, ou du plus high-tech et du plus intégré sur les projets. Le message clé, c'est quand même de prendre ce sujet avec autant de sérieux qu'on prend le carbone aujourd'hui, dès la phase programme, dès l'amont. Une maîtrise d'ouvrage engagée, c'est une maîtrise d'ouvrage qui a des informations pour faire des arbitrages sur ce sujet-là. Et quand on parle de l'eau, il n'y a pas que l'eau qu'on va utiliser, c'est l'eau qu'on va restituer aussi pour diminuer l'impact sur l'assainissement. Et remettre l'ingénierie à son juste niveau pour que ça marche. Et concrètement, pour les maîtres d'ouvrage, est-ce qu'ils ont des outils d'information, des outils d'aide à la décision aujourd'hui pour les aiguiller dans cette direction-là? Il y a des choses qui sont déjà disponibles.
On peut trouver des signes de qualité sur les produits. Vous avez déjà des labels sur les équipements, les installations sanitaires pour faire des choix d'équipements hydroéconomes. Là, on a le classement ECO, par exemple, ECO ECAU, qui permet de prescrire des équipements hydroéconomes. Ça, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est déjà accessible. Et on peut déjà, sur un parc de logements, gagner quelques dizaines de pourcents de consommation d'eau. Ce n'est pas négligeable sur l'existant. Changer la robinetterie, changer les douchettes, changer les WC, c'est des investissements assez peu chers dans le cadre d'une rénovation et qui peuvent faire déjà de sérieuses économies. Ensuite, pour des arbitrages plus conséquents, on n'a pas forcément encore toute la donnée. Donc là, je vais laisser la parole à Simon parce qu'on porte un projet avec ses équipes là-dessus. Tout à fait. Merci Maxime. Effectivement, c'est l'occasion peut-être de faire une communication sur le fait qu'on lance un programme de recherche appliquée en partenariat avec le CSTB et aussi l'Alliance HQE, parce qu'on fait le constat qu'on n'est pas au niveau sur la question de l'eau aussi dans la profession. Il faut qu'on consolide beaucoup plus les données qui sont utilisées pour évaluer les besoins en eau. Il faut qu'on capitalise également beaucoup plus sur les différents dispositifs technologiques qui existent. Il faut qu'on contextualise aussi beaucoup plus l'approche. Le programme Aquaprint, que l'on développe là depuis 6 mois maintenant sur son cahier des charges, il aura pour but de pouvoir évaluer très en amont de la conception les besoins en eau, les dispositifs pertinents à mettre en place à une échelle bâtie mais aussi à une échelle urbaine. Et comme ça, la boucle est bouclée avec ce qu'on se dit aujourd'hui. On se donne 3 ans pour réussir et avoir quelque chose de consolidé en la matière en essayant de fédérer le plus d'acteurs autour de nous. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des bonnes idées sur ce sujet. L'appel est lancé. Il y a une question qui me traverse l'esprit comme ça. Est-ce que c'est aussi facile d'intégrer cette notion de préservation de la ressource dans le neuf que dans la réno ? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux ou est-ce que c'est kiff-kiff ou Cédric ? En général, la réno, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que ça impose dans énormément de cas de devoir créer un réseau spécifique. Alors, si on parle de récup d'eau de pluie, c'est le réseau qui va alimenter les toilettes. Il va être différencié du réseau qui va alimenter les lave-mains, ne serait-ce que par exemple dans une école, dans les toilettes d'une école, c'est 2 réseaux spécifiques. Et si on parle des eaux grises, il faut aussi un réseau qui va différencier les eaux grises dites claires, donc de salle de bain, des autres eaux usées qu'on ne peut pas récupérer. Donc ça demande des travaux. Après, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a quand même beaucoup de cas sur de la rénovation où on se dit « Ah, ça va être compliqué ». Et en fait, quand on regarde, on a souvent des colonnes montantes avec, par exemple, un immeuble tertiaire. Il y a une colonne montante, les sanitaires sont juste de l'autre côté de la colonne. Donc, ça ne rend pas les choses impossibles. Malheureusement, ce n'est pas possible dans tous les cas de figure. Mais en général, on y arrive. Et si on a bien identifié aussi notre projet, on se rend compte que dans certains cas, notamment si on va dans de l'industrie ou sur des gros projets, on veut prendre l'eau de pluie et alimenter les 5 points d'eau. Et en faisant une étude un peu approfondie, on se rend compte que la consommation principale, elle se situe à un seul endroit et elle consomme déjà toute l'eau qui est tombée sur le toit. Donc c'est là aussi, avec l'ingénierie dont on parlait tout à l'heure, qu'on doit être malin pour trouver les solutions qui se mettent en place. Et en général, on y arrive. Il faut faire du sur-mesure. Je ne sais pas, Franck, si vous voulez rebondir. Oui, il faut faire du sur-mesure. On essaye toujours de dimensionner. Ce qu'il faut avoir en tête, avec notamment le décret, si je reviens juste là-dessus, c'est que le décret, il a qualifié des gisements d'eau. Je vais m'exprimer ainsi parce que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a accès à des gisements d'eau qui produisent un volume d'eau qu'on a le droit de traiter, qu'on sait traiter, qu'on doit remettre à un certain niveau de qualité, mais qu'on sait faire. Et aujourd'hui, le décret, il a aussi qualifié des usages. Le but est de mettre en adéquation ces gisements et ces usages. Donc oui, du sur-mesure, parce qu'aller traiter trop d'eau alors qu'on n'a pas les usages et qu'on est obligé de remettre cette eau aux égouts, peu de sens. Mais je reviens du coup sur cette notion de collaboration, de mutualisation. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des bâtiments neufs peuvent aussi être producteurs d'eau pour des bâtiments existants à côté, pour des business existants à côté, pour des activités consommatrices d'eau qui n'ont pas besoin d'eau potable pour exister. Voilà, donc oui, il faut des installations sur mesure et en tout cas, il faut des installations pensées pour partout où il y a un gisement, l'utiliser, partout où il y a un usage, le compléter et dépasser un petit peu cette notion de limite de propriété.
Le mot de la fin peut-être pour Maxime ou Simon, si vous voulez conclure par rapport à ce qui vient d'être dit. Je dirais que sur la question de la rénovation, ça peut être plus compliqué techniquement d'installer des réseaux, mais ça génère une telle économie matière, une telle économie en termes de chantier, que justement avoir une approche d'empreinte eau globale, ça permettra de répondre à cette question, quoi. Et on sera parfois surpris du fait qu'une rénovation serait peut-être au final, sur l'ensemble de son cycle de vie, plus hydroéconome que le dernier bâtiment le plus technologique livré. Maxime. Au CSTB, quel que soit le sujet, mais en particulier sur l'eau, hein, des bons choix, des bons arbitrages au début, une bonne conception, une bonne mise en œuvre. Et normalement, on a des solutions qui fonctionnent bien. C'est la formule gagnante. Ok. Merci messieurs. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions dans la salle, s'il y en a. Je pense qu'il y en a parce que le sujet est quand même intéressant. Oui, au premier rang. 2 au premier rang. On va commencer par le monsieur. Oui, je remercie les intervenants pour leurs prestations. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Oui, Claude Foulon, Association Environnement et Santé du Vivant. On évoque l'eau et donc la valorisation, mais moi, ce qui m'interpelle un sujet, il faut quand même la prudence en ce qui concerne la réutilisation des eaux, parce qu'on voulait mettre ça dans les espaces verts, mais dans cette eau, il y a des perturbateurs endocriniens. Alors, qu'en pensez-vous concernant la santé humaine et animale? Voilà, c'est un peu ça qui m'inquiète. Parce qu'il faut être optimiste, mais la santé n'a pas de prix. Et quand on la perd, on sait ce qu'elle vaut. Voilà. Je ne sais pas qui veut répondre à monsieur. Simon. C'est une remarque que je trouve très pertinente, dans le sens où effectivement ça peut être une limite du dispositif, dans la mesure où on anthropise l'eau d'une certaine manière par les produits qu'on consomme. Dans quelle mesure ces polluants ne vont pas se répandre effectivement dans les milieux? Alors, 2 éléments de réponse. Je pense qu'il faut instrumenter, il faut capitaliser sur ces sujets émergents, les perturbateurs endocriniens. On le fait déjà sur la question de l'air dans les bâtiments, avec des labels des démarches comme la démarche Écrin notamment. Et il faut qu'on capitalise un peu plus de connaissances dessus. Ensuite, ce que l'on constate, c'est que quand même le vivant est assez armé de manière assez générale pour faire face aux polluants. Et généralement, il se débrouille beaucoup mieux que nous sur ces sujets. Pas pour ça qu'il faut le faire de manière abusive, il faut le regarder avec attention. Mais on a à s'inspirer de la nature sur ces sujets. Un petit complément peut-être sur comment s'élabore la réglementation sur ces nouveaux usages de l'eau. Il faut bien avoir en tête que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, définit un référentiel de qualité par rapport à des usages donnés. Et aujourd'hui, tous les usages qui peuvent directement ou indirectement être connectés à l'alimentaire ne sont pas inclus dans la réutilisation d'eau. Oui, bonjour, merci pour cette présentation exhaustive. Tout de même, une remarque, il y a eu le rapport France Stratégie de 2050 sur l'eau qui rappelait tout de même que dans certains villages, on tourne son robinet d'eau et il n'y a plus d'eau. Donc on a tout de même cette angoisse. Je reviendrai un peu sur la réhute. Justement, en France, elle est guère que de 5-10%, on ne sait pas très bien, mais je crois que dans un pays comme Israël, elle est quasiment de 100%. Et donc, je ne sais pas où en sont les perturbateurs endocriniens. Je suppose qu'ils ont un petit peu les mêmes que nous. Et dans le même ordre d'idées, il y a tout de même la capacité de récupérer 25% de notre consommation d'azote en agriculture grâce aux urines. Lesquelles urines sont perturbées, paraît-il, par les pilules, par les ceci, par les cela. Enfin, dernière chose, on a une préoccupation majeure en dehors de l'ICU, de l'îlot chaleur urbain, qui est la crue centenale. Par exemple, nous, ici à Paris, on a à abattre 4 milliards de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire que 8,7 mètres, on fait du canoë place de l'Opéra. Donc ce sont toutes ces choses-là qui sont nécessaires et merci d'apporter votre contribution à ces questions. Alors sur la question de la séparation à la source des eaux jaunes, nous on a beaucoup étudié ce sujet.
notamment sur le projet de l'Agence spatiale européenne, le siège qui se situe à Paris, sur lequel on a collaboré avec la start-up Vuna, justement sur la valorisation des eaux jaunes pour constituer un fertilisant. Et c'est des dispositifs encore émergents. On sait que sur la ZAC de l'école polytechnique, on a un projet d'urinoduc même qui est en train de se préparer pour valoriser ça à beaucoup plus large échelle. Donc ça va beaucoup plus que la blague, parce qu'effectivement, ça fait sourire quand on parle de ces sujets. Ce qui est intéressant quand on regarde les choses techniquement, c'est que contrairement à la question de la récupération d'eau pluviale, par exemple, c'est des dispositifs qui ont aussi une rentabilité économique qui est réelle. On va avoir des temps de retour sur investissement qui sont inférieurs à 6 ans sur ces stratégies de séparation à la source des urines. Pour le pluvial et pour l'eau grise, on va attendre encore quelques années. Il faut savoir que l'eau, c'est la ressource qui grimpe le plus vite en termes de prix annuellement. Dans quelques années, ce sera rentable très vite aussi, j'en doute pas. Très bien, on va devoir s'arrêter, je suis désolé, on a un timing à respecter. Merci beaucoup Maxime Roger, Simon Davies, Franck Milward et Cédric Fontaine. Merci pour cette table ronde.